sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va parler cuisine mais également littérature avec le nouveau livre de Bernard Thomasson, l'écrivain et journaliste français qu'on avait reçu l'an dernier dans Rendez-vous Matin pour nous présenter son roman. Il revient avec Chef à la carte, une collaboration avec le chef français Thierry Marx. Ce sont des portraits de chefs de la Révolution à aujourd'hui. On va en parler avec lui dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à la littérature et à la cuisine ce matin avec Bernard Thomasson et son dernier livre. Bonjour Bernard. Bonjour Grégory. Alors c'est un plaisir de vous revoir ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. On s'était vu l'an dernier. Vous êtes venu présenter votre dernier roman. Donc on en parle, c'est Les Fantômes du troisième étage qui se passe ici à Miami. Qui se passe à Miami, vous êtes venu le présenter. Vous aviez fait une rencontre littéraire, absolument, oui, avec une émission de télévision ici. Des gens de Miami et qui sont français ou de la communauté francophone. Et j'étais ravi parce que c'est un roman qui parle d'amitié, qui parle de déracinement, d'exil et surtout qui a permis, je crois, à certains Français qui habitent Miami de découvrir des petites choses. D'en apprendre un peu plus. Ouais, il y a des anecdotes un peu sympas à l'intérieur du roman. Vous l'avez publié dans Alors, bonne nouvelle, parce que grâce à la promo que vous avez faite ici grâce sur à TV ça, Floride, je me doute. Il est sorti en poche. Voilà, donc pour ceux qui veulent l'avoir à un prix tout à fait raisonnable, je vous l'offre. Donc merci aux éditions Point, qui sont le poche du seuil. Et on peut le trouver sur Amazon. Partout, Amazon. Les Fantômes du troisième étage. Voilà. Donc là, vous revenez forcément pour représenter un nouveau livre. On parle de cuisine cette fois-ci. J'ai réécrit parce que je travaille avec Thierry Marx, qui est le grand chef que beaucoup de Français connaissent maintenant, parce qu'il a fait Top Chef. Et surtout, c'est un humaniste, un homme très ouvert et quelqu'un qui se consacre aussi beaucoup aux autres. Il a ouvert, on en reparlera peut-être d'ailleurs, des écoles pour les gens qui sont un peu les cassés de la vie, des gens qui sortent de prison, des jeunes qui n'ont pas de travail, des chômeurs longue durée. Ils viennent là, ils se forment gratuitement. Donc moi, ça fait... Bon, je le connais depuis... Ça fait 5 ans, c'est ça que vous travaillez? Oui, je connais depuis une dizaine d'années, mais depuis 5 ans, on travaille à la radio. Parce que vous êtes sur France Info. Oui. Donc vous animez une émission chaque week-end samedi et dimanche. Vous pouvez écouter sur Internet d'ailleurs à distance de 14h à 17h. C'est l'histoire à la carte? Alors l'émission, moi j'anime la tranche complète pendant 3 heures et dans cette tranche-là, il y a une séquence qui s'appelle l'histoire à la carte. Avec Thierry. Avec Thierry Marx. Donc j'ai proposé ça à France Info il y a 4-5 ans maintenant. Et tous les dimanches, on raconte la cuisine de manière un peu différente. Parce qu'un jour, Thierry me dit, la cuisine, c'est pas que des recettes, c'est pas que ça. Reprenant d'ailleurs le terme d'un ancien, d'Alain Chapelle. Oui.
qui a écrit un très beau livre. La cuisine, ce ne sont pas que des recettes, c'est une histoire. Ce sont des hommes, ce sont des produits, ce sont des lieux. Et il me dit, voilà ce que j'aimerais raconter aussi un jour en radio, en télévision, c'est comment la cuisine évolue avec son temps, en fonction des modes, de la société, de la technologie, des sciences et puis des hommes qui l'accompagnent. Et donc, comme ça est née cette émission, l'Histoire à la carte, où tous les dimanches, on raconte un grand plat, un grand chef, un lieu mythique, un produit, avec des archives sonores de l'INA. Et ça nous permet de mettre ça en place. Donc, ça fait 5 ans et on a fait un premier livre. Vous faites tout en fait. Ouais, non, mais donc finalement, il y a eu donc Histoire à la carte en 2015. Donc ça, c'est votre premier roman qui est sorti, enfin votre premier livre. C'était plus côté recettes de cuisine? Absolument. Donc dans la continuité de cette émission, on a choisi 30 grands plats mythiques, ou en tout cas des grands plats de la gastronomie française, la choucroute, la quiche lorraine, l'omelette, etc. Et on a raconté l'histoire avec les personnages, avec aussi le rapport à la société, aux archives, etc. Et donc le livre a eu beaucoup de succès. Il a obtenu le prix des écrivains gastronomes en 2016. C'est vraiment un gros succès. Du coup, parce que pour tout vous avouer, Grégory, moi je suis romancier, écrivain dans l'âme depuis très longtemps, même si je publie depuis une dizaine d'années seulement. Et dès que j'ai commencé cette émission à la radio, j'ai tout de suite vu le côté littéraire, les anecdotes, le côté croustillant. Vous savez qu'on aime bien à la fois lire et qu'on se met en bouche en même temps qu'on le lit. Et donc je voyais ce bouquin et dans la foulée on a fait le deuxième. Donc finalement il y a eu l'Histoire à la carte en 2015 et là vous republiez un nouveau livre de cuisine. On peut dire ça bien sûr, oui, parce que c'est l'histoire de la cuisine, c'est l'histoire des chefs. Là c'est Chef à la carte. Et donc c'est 30 portraits de chefs. Après 30 grands plats, on a choisi 30 grands chefs qui ont marqué leur époque depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Chefs disparus tous, parce qu'on ne voulait pas entrer dans la concurrence justement de ceux qui vivent encore. Donc d'Antoine Beauvilliers à Bernard Loiseau. Voilà, Antoine Beauvilliers, c'est le premier qu'on a choisi, 1782, premier restaurant, la Révolution, le Palais Royal. Et Bernard Loiseau, dont on connaît la fin tragique il y a une quinzaine d'années maintenant. L'idée, c'était de montrer que ces chefs ont eu à la fois un parcours très fort personnel, il y a beaucoup de similitudes et il y a des valeurs qui sont encore les valeurs qu'on peut mettre en exergue aujourd'hui, qui sont des valeurs auxquelles tient Thierry Marx et qui sont des valeurs d'ailleurs auxquelles tout le monde peut tenir et qui sont unanimes, les valeurs de travail, de courage, de travailler sur la durée, etc. Et ces chefs-là ont tous ça en commun, c'est qu'ils ont réussi à la force du poignet. Tous sont partis quasiment de rien. Ils sont construits une réputation. Antonin Carême, qui est devenu le chef de Talleyrand, chef de la diplomatie, le congrès de Vienne en 1815, on dit que Napoléon a réussi à adoucir un peu la défaite française, enfin pas Napoléon, mais les successeurs, grâce au dîner qui a été offert par Talleyrand à tous les gens de l'Europe, et c'est Antonin Carême qui était au fourneau. Et Antonin Carême est né dans le ruisseau. Il a été abandonné par son père à l'âge de 8 ans, il est d'une famille de 15. Son père lui a dit, écoute petit, moi il y a trop de monde, ta mère est morte, je ne peux pas vous élever tous. Il l'a mis porte du Maine, c'est-à-dire au sud de Paris, il l'a jeté à la rue. Le gamin était devenu un mendigo, il ne savait pas quoi faire. Il est rentré dans une petite gargote où il a fait la plonge et puis il est monté petit à petit. Et il voulait s'en sortir, il est devenu cuisinier, etc. Il est devenu cuisinier des princes, des rois. Enfin. Ils ont tous ce côté en commun finalement, c'est qu'ils se sont tous débrouillés par eux-mêmes. Réussir à la force du poignet, donc beaucoup de travail, de courage, de volonté, d'abnégation. Savoir aussi utiliser son écosystème du moment de l'époque, utiliser l'évolution de la technique, utiliser les gens autour de soi, comprendre. Auguste Escoffier n'aurait rien été sans César Ritz. Escoffier a été le cuisinier de Ritz, et Ritz a eu l'idée d'inventer les palaces. Escoffier a fait la cuisine qui allait avec, Carême avec Talleyrand, etc. Il y a toujours, on s'adapte à ce qu'il y a autour de soi. C'est ça. Donc il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Bon endroit, bon moment. Et avoir l'intelligence surtout aussi, et le talent un petit peu. Pour développer le projet. Ce qu'on a envie de faire. Je pense aussi à René Lasserre, un gars de Biarritz qui est né, son père est mort à 9 mois, il avait 9 mois. Son père était cuisinier et ce gamin, il se dit je serai aussi cuisinier comme papa. Et pour réussir, à 12 ans, il dit le seul endroit pour réussir c'est Paris. Il part à Paris, une valise à la main, et il est plongeur, pareil, il fait tout, il monte petit à petit. Lui, moins cuisinier, plus serveur, chef de rang, chef de salle, et il ouvre le restaurant Lasserre à son nom, donc entre deux guerres, et qui est devenu, ou après la Deuxième Guerre, qui est devenu aujourd'hui une institution parisienne. Il a eu le génie d'inventer le toit ouvrant. C'est-à-dire qu'il a créé un restaurant de toutes pièces avec un toit qui ouvrait, donc quand il faisait beau, les gens mangeaient en plein air. Enfin, c'était un truc, voilà. Ils ont tous des idées. Donc ils ont tous des particularités également que vous livrez dans... plein d'anecdotes, c'est ça qui est dans ce formidable. livre. Il y a un bel hommage également à Paul Bocuse dès l'ouverture du roman.
Oui, alors Paul Bocuse, on ne l'a pas traité comme les autres parce que d'abord le livre était fini quand il nous a quittés, mais on voulait quand même lui rendre hommage parce que Paul Bocuse c'est le repère de la cuisine d'aujourd'hui, c'est le patron de la cuisine moderne. C'est lui qui a dit aux cuisiniers dans les années 70-80, osez sortir de votre cuisine. Enfin, c'est pas le patron de la salle qui est le chef, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui cuisinez, donc montrez-vous, sortez. Avant, chez Maxime, on fait le portrait d'Alex Imbert par exemple. Alex Imbert, personne ne connaît ce type-là. Pourtant, c'était le meilleur chef de son époque. Tous les chefs de l'époque voulaient aller travailler chez Maxime parce que c'était le meilleur cuisinier. Sauf que Maxime, c'était le chef de salle qui était le patron. Et justement, Bocuse a dit un jour, non, c'est vous les patrons, vous êtes des auteurs, faites des plats signatures, vous êtes des chefs. Et donc Bocuse, on lui rend hommage, ça a été le père de la cuisine moderne et c'est encore aujourd'hui le repère de la cuisine actuelle. Et comment vous avez sélectionné justement tous ces grands chefs ? Compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, on en a sans doute oublié. On nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, parce que dans l'histoire, il se trouve que les femmes, elles étaient beaucoup à la maison pour faire la cuisine et peu dans les grandes salles pour des raisons historiques, mais ça change. Anne-Sophie Pic, 3 étoiles, dont on raconte l'histoire du grand-père, André Pic. La mère Brasier quand même, à Lyon, qui était la grande cuisinière de l'après-guerre, la mère Poulard, du côté de la Normandie, qui, elle, à la fin du 19e, 1872, s'installe là-bas, épouse Victor Poulard, qui est le fils du boulanger. Ils ouvrent un petit restaurant et surtout, elle a l'idée géniale, parce qu'à l'époque, pour aller au Mont-Saint-Michel, il y avait un gué où il y avait le bateau, il n'y avait pas encore la route. Et donc, les gens arrivaient à toute heure en fonction des marées, du temps, ils étaient épuisés, ils en avaient marre. Et la mère Poulard, elle a une idée géniale, elle était en bas de la côte en plus, la première, dans la montée. Et elle disait, vous avez faim, installez-vous, je fais un petit truc. Elle faisait une omelette. C'était vite fait, bien fait. Et une omelette, ça sature, on mange bien avec une omelette. Et donc, ça a été le succès. Et voilà, après toute l'histoire des chefs d'État qui vont manger chez la mère Poulard. Celui qui ne va pas manger chez elle n'est pas élu. Balladur, par exemple, n'a jamais été mangé chez elle. Enfin, bon. Donc ça, vous le racontez dans... Oui, tout ça, c'est plein d'anecdotes. Dans votre livre, vous êtes occupé de la partie portrait. Oui, écriture, on va dire, oui. Thierry Marx a également adapté... Donc, il y a 2 recettes de chaque chef. Donc, il y a 3 recettes de chaque chef et une 4e revue par Thierry Marx. Et oui, c'est ça. Donc 3 recettes de chaque chef et une 4e revue par Thierry Marx. Ça a été vraiment un plaisir pour lui d'adapter un petit peu les recettes. C'est-à-dire que c'est aussi le travail qu'on fait sur l'émission radio. À la fin de l'émission, on donne toujours une recette. Donc toutes les semaines, il réadapte une recette et il la met à son compte. Là, du coup, on a mis ça dans le bouquin parce qu'on s'est dit, raconter les histoires des chefs, c'est sympa, c'est bien, mais il faut aussi que les gens mettent la main à la pâte. Donc, n'hésitez pas, prenez le bouquin, feuilletez, prenez les recettes. Elles sont assez faciles à faire. Donc, c'est un livre de cuisine à emporter à la plage et à tester le soir, c'est ça? Oui, par exemple. Donc, on peut se détendre avec de belles anecdotes que vous racontez dans ce livre. Donc, c'est Chef à la carte. Et le soir, passer derrière les fourneaux pour essayer les recettes, soit des grands chefs, soit la recette adaptée par Thierry Marx. Mais qui est aussi celle du chef d'époque. C'est-à-dire qu'il a repris la recette, mais il l'a remise un peu à son goût. Au goût du jour. Ouais. Chef à la carte, on le retrouve sur Amazon? Partout. Partout? Tous les sites de vente, oui, absolument. On peut se procurer de partout. Vous serez également en rencontre littéraire, ça sera dans quelques jours, ce sera le 8 août, le mercredi 8 août, à partir de 6h30 à Miami Beach, à l'hôtel Blancara, donc à South Beach. Une rencontre organisée par French Arts Associates. Vous serez là donc pendant plusieurs la nuit, s'il le faut. La nuit entière pour discuter avec votre public, expliquer quelques anecdotes avec plaisir. Et partager également avec le public présent. Donc c'est le mercredi 8 août à partir de 6h30 à l'hôtel Blancara de Miami Beach. Vous restez avec nous? Absolument. On continue je reste au moins jusqu'au 8 août, donc encore quelques secondes avec vous. Jusqu'au 8 août. Bon, merci beaucoup Bernard. On se retrouve dans un instant, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On est de retour. Je suis toujours en compagnie de Bernard Thomasson, journaliste et écrivain qui vient de publier Chef à la carte. Avec les recettes, n'oubliez pas. Hein. Avec les belles recettes à essayer. Donc une collaboration avec Thierry Marx. De longue date, vous faites une émission également sur France Info. Vous êtes de retour à Miami, on s'était rencontrés. Regardez, j'ai mis le t-shirt Miami. De circonstances. On s'était rencontrés. À Paris quand j'ai un peu le spleen, le blues, c'est ça, le blues de Miami, l'envie de retrouver un peu les plages, le soleil. Bon, vous êtes là, il va falloir profiter Miami, pendant un mois. C'est un lieu un peu particulier pour moi. Je n'ose pas dire que c'est une deuxième ville parce que j'ai plein d'endroits où j'aime aller. Berlin, qui a été le sujet de mon premier roman, qui est vraiment ma seconde ville où je suis allé quand j'étais gamin et dont je suis tombé amoureux vraiment. Mais Miami, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on vient avec Marie, ma femme, tous les ans. Et c'est un lieu de ressourcing, c'est bien en anglais. Vous êtes journaliste également, donc débrouillez-vous avec les mots. C'est un endroit où je me ressource, où je viens d'abord pour me couper de l'actualité, de la vie trépidante parisienne et du stress un peu parisien. Donc c'est vrai que passer 3 semaines ici, c'est toujours un bonheur. Donc on coupe, et puis ça me permet de me replonger dans l'écriture, d'entamer des nouveaux livres, d'en finir. Voilà, celui-là par exemple. Donc il y a eu Les Fantômes du troisième étage. Je l'ai écrit quasiment ici en entier. Puisqu'il se passe ici, il se passe sur Indian Creek Village. Pas mal d'anecdotes également sur Miami. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Miami, c'est une ville. Alors, en France, elle a cette réputation de ville un peu clinquante, de la musique, le sexe, la fête, la drogue également. C'est un peu dépassé maintenant. Enfin, encore un peu peut-être, mais à une époque, oui, beaucoup. Et je trouve qu'il y a tellement plein d'autres choses à voir à Miami. Il faut s'enfoncer dans des endroits un peu particuliers, ce que je raconte aussi dans le bouquin, des endroits un peu inconnus, inédits, sortir un peu des sentiers battus, donc ça c'est formidable. Donc ça a été source d'inspiration également pour écrire des plein nouvelles. De choses, oui. Parce que là vous sortez Chef à la carte. Chef à la carte est sorti au mois de mai, que j'ai écrit durant toute l'année passée. Et il se trouve qu'en février 2017, j'ai passé un mois à la Villa Médicis en tant que hôte. C'est-à-dire que ce n'est pas boursier. Les boursiers, c'est sur une année. Ils touchent de l'argent pour être en activité créatrice. Mais en même temps, Muriel Mayette-Hodz a lancé une procédure d'acceptation de personnes qui veulent travailler sur un projet précis pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois. Voilà. Donc j'ai bénéficié de ça et c'était formidable d'être à la Villa Médicis, un lieu de création extraordinaire à Rome, l'Institut de France à Rome, l'Académie de France à Rome. Et j'ai écrit là-bas quasiment, pas bouclé, mais j'ai une grosse partie de ce recueil de nouvelles autour du temps qui passe. C'est un grand leitmotiv pour les écrivains, ça vous savez, les romanciers sont toujours, depuis longtemps, Baudelaire déjà écrivait beaucoup sur le temps, d'Ormesson a fait toute son œuvre autour du temps qu'on n'arrive pas à capter, à capturer, qui au contraire nous mange en quelque sorte. Donc voilà, j'ai écrit une quinzaine de nouvelles autour de ce temps. J'ai commencé à la Villa Médicis et je l'ai fini à Miami l'été dernier, puis un petit peu là, ces dernières semaines. Donc vous attendez la publication, là vous êtes en recherche. Je suis en contact avec plusieurs éditeurs. Pour le publier. Donc pour le publier, j'espère d'ici la fin de l'année, début 2019 peut-être. C'est un retour aux sources également pour vous, ces nouvelles, parce que vous aviez votre première publication finalement, c'était je voulais vous donner des nouvelles. Parce qu'on est ici aux États-Unis et les Américains adorent les nouvelles. C'est un format très porteur dans le monde anglo-saxon, la nouvelle courte, ou en tout cas moyenne, enfin de 10 à 50 pages. Ce qui en France est moins aimé. Alors, les éditeurs me disent ça ne se vend pas. Moi, très honnêtement, je ne sais pas, mais moi, j'ai plein de gens qui me disent on aime bien les nouvelles. Au contraire, c'est un format formidable aujourd'hui avec les transports, le métro, on lit une nouvelle le soir avant de se coucher, etc. Je trouve qu'en France, il y a une frilosité par rapport à la nouvelle qui m'a toujours étonné. Alors, est-ce que c'est le manque de volonté des éditeurs de mettre ça sur le marché qui fait qu'effectivement ça se vend moins, parce que si on en met plus sur le marché, ça se vendra mieux. Voilà, c'est toujours la question de l'offre et de la demande. Ou est-ce que vraiment les Français n'aiment pas les nouvelles? Moi, je trouve des gens dans les salons de lecture, donc vous persistez et vous vous dites qui me disent, moi j'adore la nouvelle, au contraire. Moi, puis j'aime bien ce format-là, parce que la nouvelle, ça oblige, c'est comme en radio, c'est des formats courts, ça oblige à être très, très condensé, il faut aller à l'essentiel, tout de suite aller à l'essentiel, provoquer l'effet chez le lecteur. Donc une histoire, trouver une bonne intrigue, un personnage fort, c'est autour de lui que se construit la nouvelle. Une rupture dans sa psychologie à un moment, donc dans sa vie, un événement, quelque chose qui se passe. Et donc on a une montée en tension, et boum, la chute. Voilà. Ça c'est la nouvelle, ça j'adore ça. Buzzati, alors Buzzati a écrit aussi beaucoup de nouvelles, grand auteur italien, qui était un peu plus ouverte, un peu plus dans l'air du temps, enfin qui s'arrêtait un peu comme ça, mais c'est pas mal non plus. On peut avoir une chute qui vous surprend, ou alors une chute un peu qui vous laisse... Wow. Et on parle de quoi justement dans votre dernier recueil de nouvelles? Du temps qui passe. Donc avec un personnage central également alors il y a
Oui, bien sûr, dans chaque nouvelle, il y a un personnage central, mais chaque nouvelle est différente. Je raconte par exemple la première nouvelle qui s'appelle Comment tuer le temps. Le recueil s'appellerait, enfin, c'est ma proposition aux éditeurs pour l'instant, Nouvelle pour tuer le temps. Parce que voilà, ça permet de passer le temps, mais en même temps, on dit toujours tuer le temps, mais c'est le temps qui vous tue. Et dans ma première nouvelle, il est question de meurtre autour du temps qui passe, qui s'accélère, etc. Bon, du coup, il y a un personnage qui est le commissaire qui mène l'enquête et qui, voilà, je ne vous raconte pas la nouvelle. Bon, il y a plein de nouvelles comme ça autour de ce temps qui passe. Et justement, vous dites que les nouvelles n'intéressent pas, enfin, c'est ce que vous je entendez autour de vous. C'est ce que me disent les éditeurs, mais j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent la nouvelle c'est formidable. Et alors moi, il se trouve que j'anime des ateliers d'écriture depuis peu. Il fait la réponse et la question, la réponse, c'est très bien Bernard. Non, mais parce que… Et justement, oui, donc vous allez essayer d'inciter un petit peu le… C'est ça aussi, les gens qui viennent là viennent essayer de comprendre comment on écrit une nouvelle. Oui. Donc vous avez mis en place des ateliers d'écriture, justement de l'écriture journalistique à l'écriture des nouvelles. Voilà. Et pour donner un petit peu aussi cette des sensibilité. Nouvelles à la nouvelle. Parce que ça a été ma démarche personnelle. Le recueil que vous citiez, le premier recueil que j'ai publié en 2009, je voulais vous donner des nouvelles. Avec ce petit jeu de mots, c'était mais les nouvelles à la radio, bien sûr, mais en même temps, c'est la nouvelle littéraire. Donc comment on passe de l'écriture journalistique à l'écriture littéraire. Il y a beaucoup de correspondances, hein. C'est toujours cette écriture courte, rapide, incisive, des phrases très mordantes, une écriture au présent le plus souvent, et puis un effet. Donc quand on est à la radio, on donne l'information, il faut qu'il y ait un effet tout de suite pour que l'auditeur comprenne ce qui se passe. La nouvelle littéraire, c'est un peu pareil. Et j'essaie d'expliquer ça aux gens qui viennent et je crois qu'ils apprécient parce que ça donne des clés. Pour ceux qui ont envie justement d'écrire, qui ont envie de se lancer un petit peu dans l'écriture de nouvelles ou de romans, parce que vous faites des nouvelles, vous faites des romans, et quand on est confronté à une page blanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, si vous aviez un conseil finalement à donner aux gens pour réussir à débloquer la machine. Je n'aurais pas cette prétention. Il n'y a pas de conseil à donner. Il faut. Mais quand on anime un atelier d'écriture, oui, alors, on a des pistes. Bien sûr. Là, je donne des pistes de construction pour partir du très court et pour essayer d'allonger un petit peu et d'essayer toujours, en allongeant, d'aller quand même à l'essentiel. Parce que parfois on a l'idée d'un livre, d'une nouvelle, d'un roman, mais on n'arrive pas vraiment à le formuler. Alors je crois qu'il faut déjà faire une structure. Quand on a une idée, il faut essayer d'avancer dans un plan. Il y a différents styles d'écriture. Hein. Je citais Dormesson tout à l'heure, il me racontait que lui, quand il écrivait, il partait, prenait sa plume et puis il partait un peu. Il avait une idée un peu vague de ce qu'il voulait à la fin, mais il avançait, et puis en fonction de ce qu'il avançait, voilà. Quand on est un peu novice en la matière, je crois qu'il faut d'abord quand même structurer, essayer de voir vers où on veut aller. Un bon plan. Quelle est l'histoire, un bon plan, les personnages. Et ça vous arrivait, la feuille blanche? La feuille blanche, c'est toujours. Chaque fois que vous commencez une histoire, la feuille est blanche, forcément. De rester sur une feuille blanche pendant des jours et des nuits? Non. Très honnêtement, non, parce qu'on trouve toujours quelque chose. Et puis, il faut écrire. Il faut écrire. C'est ça la magie de l'écriture, c'est qu'on part de la feuille blanche et qu'à l'arrivée, on a quelque chose. Si c'est pas bon, on retravaille, on remet sur le métier, on réécrit autre chose, voilà. Mais il faut écrire. Il faut oser. Les ateliers d'écriture sont à Paris? Pour l'instant, ils sont à Paris. Hein. On espère les voir arriver à Miami. Pourquoi pas Miami l'année prochaine? On peut monter ça sur un mois. Vous savez, moi, c'est des ateliers, il y a 5 heures, 5 fois 2 heures, donc ça peut être sur une semaine, du lundi au vendredi, ou une fois par semaine. Dans tous les cas, vous reviendrez. L'appel est lancé si ça intéresse des gens pour monter ça. Dans tous les cas, on se reverra l'année prochaine. Au mois de juillet prochain, l'été prochain, pour parler des nouvelles d'ici là. Pour parler des nouvelles d'ici là. En attendant, on se retrouve le 8 août, avec plaisir. Le mercredi 8 août pour la rencontre littéraire organisée par l'association French Arts Associates. Ça se passe à l'hôtel Blancara de Miami Beach. C'est à partir de 6h30 le mercredi 8 août. Merci beaucoup Bernard d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter. Merci Grégory. Chef à la carte aux éditions… C'est le Seuil. C'est le Seuil. Seuil France Info. C'est une coédition avec France Info. France Info, je dois cacher le logo France Info. Et c'est à retrouver sur Amazon. Absolument. Merci beaucoup Bernard. À très bientôt. Plaisir, au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings.
1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Je vous rappelle la rencontre littéraire organisée par French Arts Associates. Ça se passe le mercredi 8 août à l'hôtel Blancara à partir de 6h30 pour rencontrer Bernard Thomasson qui viendra vous parler de son dernier livre sur les chefs, 30 portraits de chefs, écrit en collaboration avec Thierry Marx. Ça s'appelle Chef à la carte. Ça se passe au Blancara le mercredi 8 août à partir de 6h30. Le soir, on compte sur vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.